Salam alaikum, Azul, bonsoir. J'ai encore fait un rêve, mais un très beau rêve cette fois-ci. Pardonnez-moi, mais depuis que j'ai retrouvé l'espoir, depuis que j'ai vu cette formidable mobilisation de nos compatriotes face à ce régime qui cherchait à les utiliser contre eux-mêmes, je n'en finis plus de faire des rêves. Mais ne vous y trompez pas. Je ne suis pas un doux rêveur, loin s'en faut. Je fais des rêves éveillés, mais des rêves qui ont déjà commencé à se réaliser. J'ai rêvé que des millions d'Algériens, c'est 90% des électeurs qui n'ont pas voté, qui ont boycotté, prennent conscience de leur force, de ce qu'ils peuvent entreprendre ensemble. Rêvez avec moi, mes chers amis. Rêvons tous ensemble. Vous voulez? Alors, imaginez que 20 millions d'Algériens décident de tous rejoindre un seul et même mouvement. Le mouvement d'Al-Muqata'a. Imaginez une force constituée de toutes les forces vives, vibrantes, enthousiastes, jeunes de ce malheureux pays. Des Algériens et des Algériennes unis dans une seule vision de leur avenir, une république démocratique, où la souveraineté du peuple ne sera plus un vain mot. Imaginez. Mais imaginez vraiment ces 20 millions d'Algériens et d'Algériennes, tous ceux-là qui ont boycotté, soudés dans une même aspiration, celle de chasser de la façon la plus pacifique qui soit ce régime qui les vampirise et qui finira sans l'ombre d'un doute, si rien n'est entrepris pour le chasser, par tuer l'Algérie. Imaginez. Je vois déjà ces millions d'hommes et de femmes sortis d'un long cauchemar et qui marcheront côte à côte vers l'aube de leur jeune nation pour fonder enfin la première République algérienne, pour concrétiser la promesse de ceux qui sont morts pour libérer l'Algérie. Imaginez. Imaginez la première République, une vraie République, une vraie démocratie, où les institutions ne seront pas des façades en trompe-l'œil, où nul ne sera au-dessus des lois, où la seule volonté sera celle du peuple souverain, où les élections seront libres et honnêtes, où les Algériens pourront vraiment choisir qui les représentera, où tous les élus, du maire jusqu'au président, seront désignés par le peuple, et non par les clans, et non par des barons véreux, où l'armée deviendra réellement la grande muette, puisqu'il ne lui sera plus permis par le peuple de s'exprimer sur la scène politique, ni directement, ni par quelque moyen qui soit. Imaginez. Imaginez une république, une démocratie où la presse sera réellement libre, qui n'obéira à nul autre milieu qu'à celui de ses propres journalistes, qui en seront les seuls propriétaires. Des journalistes qui n'obéiront ni aux forces de l'argent, ni à celles du despote, mais à leur seule conscience. Une république où les plus démunis,
les plus fragiles, les plus fragilisés, les chômeurs, les personnes en situation de handicap pourront jouir d'une véritable solidarité nationale. Une république qui ne laissera personne sur le bord du chemin. Une république où la séparation des pouvoirs sera consacrée, où la justice sera réellement indépendante des autres pouvoirs, débarrassée enfin de l'épidémie de corruption qui la ronge. Une république où la culture, la recherche scientifique, les sports, l'artisanat, l'enseignement retrouveront leurs lettres de noblesse. Une république érigée en méritocratie, dirigée par des hommes et des femmes compétents, intègres, déterminés, qui redonneront vie à l'industrie, à l'agriculture, au tourisme, à tous les secteurs de la vie économique qui se meurent et se calcifient sous les effets d'une médiocratie, d'une mafiocratie. Une république qui ferait renaître les vraies valeurs d'honnêteté, de sérieux, de civisme, de compétence, de labeur, de partage, de justice, de tolérance, où le mérite intrinsèque supplantera la cooptation et le clanisme. Vous réussissez à imaginer tout cela, à votre avis? N'est-ce pas là un rêve réalisable? Ne suffirait-il pas que tous ceux qui ont boycotté ces élections décident de ne pas se résigner, qu'ils se décident enfin de se mettre tous ensemble, et tous ensemble de marcher vers demain? Leur admirable résistance n'en est-elle pas à ses premiers balbutiements? Il suffirait de si peu pour que nous levions tous ensemble et que tous ensemble nous décidions de nous unir, tous, au sein d'un même mouvement pour que l'aube soit et que vienne enfin l'heure de la délivrance et de la dignité. Aujourd'hui. Algérie Focus, législative, bourrage massif des urnes, par Abdou Samar. Le Figaro, Algérie, les islamistes dénoncent une fraude aux législatives, par la rédaction. TSA, chiffre des législatives, les incroyables erreurs du ministère de l'Intérieur, par Riyad Hamadi. Salam alaikum, Azul, bonsoir. Et si tous les boycotteurs s'unissaient, c'est le titre de notre émission d'aujourd'hui. Et donc pour en parler, j'ai ici avec moi Farida Amiri, candidate aux législatives 2017. J'allais dire candidate malheureuse. Non, je suis jamais malheureuse, on avance toujours. D'accord. Alors, Fath Bendali, représentant de Gil Jadid. Bonsoir à vous. Bonsoir, merci à vous deux d'être avec nous. Au téléphone depuis Alger ou peut-être en Skype, Farhat Taïtali, expert financier. Ah, il était au téléphone et on vient de le perdre. J'espère que nous allons le retrouver vite. Alors, Farida Amiri, donc vous venez de faire votre première expérience électorale, si j'ai bien compris. Oui. Alors, dites-nous un peu, racontez-nous. Bon, ben, c'est une première expérience et pour parler de quoi que ce soit, il faut toujours avoir une expérience. Il faut toujours faire quelque chose comme là, se présenter, pouvoir vraiment toucher de près les situations, les gens, pour faire sa propre expérience et pour pouvoir parler objectivement. Donc c'est normal, même si on se doutait un petit peu des résultats, il fallait y aller, ne serait-ce que pour toucher tout le monde sur le terrain, parler avec tout le monde, les entendre, les écouter, etc. et pouvoir en parler là maintenant. Ouais. Et quel constat avez-vous fait de ces élections? Il y a eu du monde, il y a eu de la participation? Non. De toute façon, sur le terrain, on l'a senti. Les gens n'étaient pas enthousiastes du tout. La plupart, pour ne pas dire l'immense majorité, disaient non, on ne va pas voter. De toute façon, on n'a rien contre vous.
vous êtes des nouveaux candidats, vous êtes des gens de bonne foi, etc. Mais on sait que vous n'allez pas passer, et pourquoi, dans ce cas-là, aller voter? Bon, moi je disais, il faut voter quand même, il faut voter, moi j'y vais, je fais mon expérience, mais je poussais quand même les gens à aller voter, parce que, je disais, c'est le meilleur moyen quand même de s'exprimer, même, je ne disais pas voter blanc, mais aller voter, mais c'est ce que, voilà, voter, je disais voter quand même, malgré tout. Quel a été le taux de participation en France? Risible. Mais dites-le quand même, ou rappelez-le. Un peu plus de 5%. On s'attendait, disons, on disait 15%. On disait à 15%, peut-être quand même, il y aura du monde, etc. Mais là, c'est un peu plus de 5% ou 5,80, par là, quoi. Un peu plus de 5%. Donc, c'est il y a eu de la fraude? lamentable. Bon, dire que j'ai vu ça de mes yeux, non, parce que je suis passée comme tout le monde rapidement voir, et je ne peux pas être partout, et on n'a pas beaucoup de gens pour aller surveiller partout. Mais dans certains consulats où j'avais du monde, ils m'ont dit qu'il y avait des choses pas très nettes. Et on a entendu un peu partout des gens qui rapportent qu'il y a eu beaucoup de fraude. J'ai reçu quand même des vidéos. En Algérie, c'est pareil. Il y a eu des bizarreries quand même. Parce que quand on annonce, par exemple, que le FDS, dont je fais partie, en Algérie, à 3 candidats, ou même au départ 6, 4, ensuite 3, et à la fin, on se retrouve avec 1. Comment? Vous annoncez déjà ça à la télévision, qu'à la fin, vous retombez. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Au minimum, ce n'est pas sérieux. En tout cas, ici en France, certains candidats nous ont contactés pour venir assister à nos émissions et dénoncer eux-mêmes la fraude dont ils nous avaient parlé au téléphone. Et puis après, ils se sont rétractés, comme si on avait fait pression sur eux. On ne sait pas, hein, je dis comme je... sinon, en Algérie, la fraude, tout le monde l'a vu. Mais comment qu'il l'a vu, hein, il paraît qu'on n'a jamais vu pareil. Même celle de 97 de Yahya a été largement dépassée. Absolument. Il n'y a que celui qui ne voudrait pas voir, oui. qui ne la verrait pas. Il n'y a qu'à se promener sur les sites dédiés, sur les réseaux sociaux, sur les différents canaux de communication qui, eux, ne sont pas bridés, ne sont pas maîtrisés par le pouvoir en place, pour se rendre compte des différentes malfaçons, des fraudes de toutes sortes. Mais incroyable, d'ailleurs nous allons voir quelques images pour nous mettre un peu dans le bain. Des images de la fraude, on me dit qu'elles ne sont pas prêtes. C'est des choses qui arrivent. Donc je vous laisse poursuivre. Malheureusement, des choses qui arrivent, mais on pourrait s'attendre à mieux, ou à quelque chose de plus digne. Ah, il y a un petit souci. Donc la fraude, nous avons des images que nous allons passer tout à l'heure. Mais c'est des cas de fraude absolument extraordinaires, où nous voyons une femme bourrer une urne, où nous voyons d'autres en présence de gendarmes. C'est incroyable, nous allons les voir, elles sont prêtes, les images. Vous avez aussi quand même une personnalité importante qui s'est exprimée, c'était l'ancien consul général quand même, oui. à Paris, et ancien ministre de l'Intérieur. Donc il est vraiment au centre des choses, même s'il est à la retraite actuellement, qui a dit qu'il y a eu fraude, oui. etc. Bon. Oui, en effet, il l'a déclaré publiquement. Voilà. C'est clair, ça veut dire venant du cœur du régime. Nous allons regarder quelques images. J'espère qu'elles sont prêtes cette fois-ci. Voilà. Là, vous voyez des listes, regardez, vous voyez des listes où il n'y a pas d'empreinte. Vous voyez, il y a les signatures, mais sans empreinte. C'est tout un registre comme ça, il y a quelques empreintes seulement. Tout le reste, vous voyez, des signatures, c'est la même signature quasiment, celle du responsable du bureau qui signe, alors qu'il n'a même pas pensé à mettre l'empreinte, parce que sinon il aurait mis la sienne. Regardez, là, ils sont en train de trafiquer. Voilà, ils sont en train de frauder. Ouvertement, regardez. Tout le monde est en train de mettre des urnes, des enveloppes dans les urnes.
attendez. Regardez, ils sont en train de bourrer, voilà, ouvertement, publiquement. Regardez, hein, regardez bien. Regardez, c'est la pagaille, regardez, c'est un bureau de vote, c'est la pagaille. Chacun fait comme il veut, il bourre comme il veut. Vous voyez, le va-et-vient, sans aucun contrôle. Voilà. Chacun a pris son urne pour la bourrer comme il veut. D'autres essayent de protéger celles qu'ils peuvent. Là, c'est le, nous voyons, c'est le président de la haute instance de surveillance. Et nous allons voir d'autres images tout à l'heure. Nous allons voir d'autres images tout à l'heure. Qu'est-ce que vous en pensez, madame? Ce n'est rien, ça. Nous allons voir tout à l'heure une femme qui est en train de mettre des dizaines de bulletins dans une urne. Nous allons revoir, vous allez... Et sinon, qu'est-ce que vous pensez de ce que vous... Je pense une chose... je pense que c'est un mépris absolu envers le peuple algérien, déjà pour commencer. Comme quoi on fait ce qu'on veut, vous le voyez, vous le savez, mais en vous... Oui. Comprenez? D'un autre côté, c'est extrêmement dangereux pour le pays. Parce que ça risque de mettre le feu aux poudres? Ben, ça risque de mettre le feu aux poudres. Les Algériens, bon, ils ont passé une décennie noire, donc ils se mesurent quand même. Mais c'est dangereux parce que tant que le pays n'est pas basé sur une vraie démocratie ou sur une vraie justice, si je peux dire, sur le plan électoral, et bien entendu, après ça, la justice et tout ce qui s'ensuit. Tant que ce n'est pas basé sur vraiment le peuple qui choisit véritablement et non pas avec ce que l'on voit là, vous savez, c'est une affaire qui ne reste pas uniquement algéro-algérienne. Attention, si de l'extérieur, on sait parfaitement, et ils savent mieux que personne, que l'Algérie n'est pas basée sur véritablement le peuple qui a choisi ses députés par conséquent, ses institutions et tout ce qui s'ensuit, eh bien, il lui tombe dessus. Vous pensez, madame, très sérieusement, vous pensez qu'ils ne savent pas que le régime algérien est un régime mafiocrate qui fraude systématiquement les élections depuis 62? C'est le contraire. Non, je me suis peut-être mal exprimée, je voulais dire le contraire. C'est-à-dire les pays, l'ingérence qui casse les pays, comme on le voit aujourd'hui dans pas mal de pays arabes. L'Algérie n'est pas exclue de ce monde de rapaces, je le dis comme je le pense. Donc, si le pays n'est pas basé sur le peuple, et ils le savent, ces gens-là, les loups à l'extérieur, ils le savent. Si le pays n'est pas vraiment basé sur le peuple, ils peuvent attaquer comme ils ont attaqué la Libye, comme ils ont attaqué d'autres pays. Madame Farida Amiri, moi je me mets un peu à la place, de ces États occidentaux dont vous nous parlez. Jamais ils ne trouveront un meilleur régime qui les arrange comme celui-ci. Jamais, depuis l'indépendance de 62, ils n'ont trouvé un tel régime qui leur a offert sur un plateau tout ce qu'ils voulaient, qui a collaboré avec eux à tout ce qu'ils veulent, qui s'est orienté comme ils voulaient. Et vous voulez qu'ils le cassent, mais c'est le contraire. Ils sont en train de le soutenir, de le porter à bout de bras. Ils ne veulent pas que ça change, ces gens-là. Parce que c'est de bonne guerre. Eux, ils sont en train de penser à leur peuple, parce que leur peuple profite de cette situation, et c'est normal. C'est normal. C'est ça la raison d'être. Peut-être que tant qu'il est entre leurs mains. Oui. Peut-être que tant qu'ils disent Amen, d'ailleurs on ne voit pas que l'Algérie et le Maroc c'est pire, tant que les gens leur disent Amen, mais le jour où le peuple bouge, c'est là où on le casse. Oui, peut-être là, oui, c'est déjà arrivé. Ben oui, c'est comme quand ça. Le peuple a voulu reprendre son destin en main, il a été cassé en effet. Donc aujourd'hui, pour moi, c'est au peuple de prendre son destin en main. Et moi j'ai une proposition à faire. Oui, je reviendrai à vous dans un moment. Alors, Fatih Bendali, d'abord, pour le moment,
il y a un problème, je suis désolé, il semble qu'il y ait un problème de micro, donc nous ne pouvons pas passer Fatih Bendali pour le moment. Essayez de parler, Fatih Bendali, pour voir si ça a été réglé. Je peux toujours essayer ou m'écrire. Est-ce que c'est bon? S'il vous plaît. Ça peut pas être bon. Ça peut être bon. Donc, Farhat Aïtali, est-ce qu'il est avec nous? Farhat Aïtali? Je suis désolé, ça se passe très mal aujourd'hui. Mais ça arrive, ce sont, comme on dit, les aléas du direct. Falid Amiri, depuis l'indépendance, le pays n'a connu une aussi grande défection, un aussi grand boycott. On parle de 20 millions d'Algériens qui n'ont pas voté. Vrai chiffre. Hein. Ça veut dire que ce régime a tellement été surpris par qu'il n'a pas pu frauder, bourrer les urnes plus de ce qu'il a donné, le pourcentage qu'il a donné. En réalité, si on enlève les bulletins nuls, attendez, je vais vous dire. Les bulletins nuls sont d'environ, alors, combien 2 millions, plus de 2 millions. Plus de 2 millions. Ils représentent, ça veut dire si on enlève les bulletins nuls, en fait, qui représentent, je suis désolé, je perds mes... En tout cas, le vrai chiffre, bourrage y compris, hein, ça veut dire avec le bourrage, il n'arrive pas à 30%. C'est un chiffre qu'on n'a jamais vu en Algérie. Ça veut dire qu'il y a environ 70% d'Algériens, y compris le bourrage, qui n'ont pas voté. Dans la réalité, il y a 90% d'Algériens qui n'ont pas voté. Plus de 20 millions d'électeurs. Si demain, ces 20 millions d'électeurs, ce n'est pas qu'ils se sont abstenus, ils ont boycotté. Ça veut dire que c'est un boycott actif. Il y a eu des chansons, il y a eu une mobilisation sur le terrain, il y a eu des panneaux d'affichage qui ont été saccagés, il y a eu des chants dans les stades. Ça veut dire que c'est des gens qui se sont levés pour résister. Si ces 20 millions se mettent demain ensemble pour créer un mouvement, comment verriez-vous ça? Eh bien oui, la démocratie s'installera de force en quelque sorte, mais pacifiquement. Voilà. Et ça serait merveilleux, bien sûr, parce que c'est là peut-être où les partis vont changer un petit peu d'attitude. Et il n'y a pas que le FLN. Hein. Voilà. Et là, j'aimerais bien dire un mot pour être clair là-dessus. Bon, le FLN, on sait qu'il a toujours eu la suprématie, c'est lui qui a eu tout ça, mais je fais la différence entre le FLN historique et le FLN sur lequel on a fait une OPA. Un groupe de personnes qui se réclament du FLN comme si le reste du peuple ne l'était pas, je suis désolée, non. Le FLN, s'il appartient à une poignée, ça veut dire que le drapeau, au même titre, et l'hymne, appartient à une poignée. Donc non, moi je n'accepte pas ça, je ne l'ai jamais accepté. Le FLN est à tous, hein, comme l'hymne national, comme le drapeau. Le FLN doit rester un parti historique. Il doit devenir un parti d'honneur. Il doit devenir un parti qui veille sur les autres partis et éviter qu'il y ait, par exemple, des partis, pratiquement tous, qui mettent, par exemple, des candidats que pour aller lever le doigt et obéir à ce qu'ils disent. Non, c'est pas ça. Il faut que ce soit déjà des partis, que ça diminue un petit peu parce qu'il y a pléthore de partis, hein, et qu'il y ait peut-être moins, mais que ce soit un peu plus construit, un peu plus objectif, un peu avec de vraies idées pour le pays. Et quand ils mettent quelqu'un à la tête, que ce ne soit pas quelqu'un comme ça, la voisine ou l'autre, et notamment en France, notamment pour notre communauté qui est une communauté stratégique. On ne doit pas mettre n'importe qui, et j'en appelle aux partis de cesser ce travail-là, parce que ici, nous, on va être contre eux, on va s'organiser pour dénoncer tout cela. Ils font une chose, ils vous mettent n'importe qui, mais alors à la tête pourvu qu'il soit représenté en France. Là, il faut cesser ça. On a vu des gens, des bonnes femmes comme ça, voilà, le charme, le bonhomme qui ne sait pas écrire son nom, le FLN qui joue
sur l'image justement de FLN, surtout avec les vieux qui, eux, continuent à voter par principe, par devoir, etc., et qui sont attachés au FLN. Donc le FLN, il est instrumentalisé, et en plus, c'est devenu un FLN business, de businessman. Ce que beaucoup appellent, et que j'apprécie d'ailleurs, le FLN Bouchkara. Maintenant, les gens commencent à l'appeler comme ça, FLN, le FLN historique, FLN, mais aujourd'hui, c'est FLN Bouchkara. Pour faire la différence et pour que les gens ne culpabilisent pas en disant bah, « je n'ai pas voté FLN » ou bien c'est le FLN historique, clair, etc. C'est clair. Alors, Fatih Bendali, j'espère que le problème est réglé. On va espérer. Alors, Fatih Bendali, d'abord, cette fraude. Nous parlions de la fraude. Écoutez, ce n'est pas du tout une surprise. Elle était prévisible. Tant ce régime est aux abois, tant qu'il est acculé au pied du mur, il a tenté le tout pour le tout. Et on l'a encore vu il y a quelques jours pendant toute la journée du scrutin, oui, en Algérie, mais même ici pendant les 3 jours qui ont prévalu. Bourrage d'urne, vous allez dire c'est classique. Mais là, c'est au vu et au su de tout le monde. On a vu aussi fraude des PV. Fraude des PV. Bourrage des urnes. On a vu, ce qui n'est, à ma connaissance, jamais arrivé, des urnes ouvertes, éclatées par terre sur des rues dans certaines villes d'Algérie. On a vu même le paradoxe de quelqu'un qui fraude, au moins avec un peu d'intelligence et un peu de décence, si on ose utiliser le terme. Des scrutins avec des résultats où le nombre d'enveloppes était supérieur au nombre d'inscrits. Oui. Cela a été signalé. Ça dépasse tout entendement. Absolument. Voilà, donc c'est une fraude généralisée qui... Et avec ça, avec toute cette fraude, ils ne sont pas arrivés à monter. C'est pour ça qu'ils voulaient que les gens aillent voter même avec des bulletins nuls. Mais ils savaient très bien que les gens n'allaient pas voter et on peut traduire très facilement ces élections législatives de 2017 comme un référendum anti-gouvernement et anti-système. Alors, les bulletins nuls, nous avons 2 98 324. 2 millions. Ça veut dire que ça représente... Près de 10% des inscrits. Alors, je vais lire la phrase que j'ai prise sur une page Facebook de Vive la Liberté Algérie SN. Alors, comme pour la moyenne nationale, nous avons 2 98 324 bulletins nuls. Cela nous donne un taux de vote pour les partis des indépendants soustrayant les bulletins nuls de 28%, contre 37,2%, y compris les bulletins nuls. Conclusion, environ 67% des électeurs ne font plus confiance aux élections. 67%. Absolument. C'est énormissime. Se basant sur les statistiques annoncées officielles. Oui, oui. Selon les statistiques. Voilà. Parce qu'en réalité, ce n'est pas 67%, c'est 90%. Absolument, absolument. Mais qu'à cela ne tienne, prenons ces statistiques, qui sont à peu près un tiers, 2 tiers. Oui. Quel est le régime ou quel est ce Parlement qui se dit courageux et qui dit je n'ai aucune légitimité sur la base d'un tiers des votants, je remets ma carte en jeu et je repasse aux élections. J'invalide les élections et je les refais. Est-ce qu'ils ont le courage d'aller jusqu'à ce point? Et non, puisque en 2012, ils ont eu, avec le bourrage, un très gros bourrage, ils ont eu 43%. Ça ne les a pas empêchés de faire avec ce Parlement de 43% dont ils nous disaient qu'il représentait le peuple algérien. Mais la question que je voulais vous poser aujourd'hui, pourquoi attendre que ce régime décide d'invalider les élections ou de légiférer ou de dissoudre le Parlement et de légiférer par ordonnance? Pourquoi que ces 20 millions d'Algériens qui n'ont pas voté ne trouveraient-ils pas le chemin de l'union pour s'unir, pour essayer de former quelque chose de nouveau avec toutes leurs divergences, avec toutes leurs différences, leurs sensibilités, et d'aller vers la création, la fondation de la première République algérienne? Écoutez, votre introduction était très, très précise et le rêve que vous avez décrit, c'est le rêve de tout Algérien. Et non pas des 20 millions qui sont concernés par le vote, mais des 40 millions d'Algériens. Oui. Et j'ose espérer qu'il soit porté par l'ensemble des citoyens algériens, où qu'ils soient et de tout âge. Je rajouterais peut-être même une nuance, que ce rêve, qui peut être interprété comme un rêve, moi je le qualifierais plus de défi. Et ce défi-là, c'est celui qui nous attend.
Et ce défi attend la classe politique et qui la met devant ses responsabilités. Et vous, en tant que parti Jil Jadid, qui avait été principal parti à appeler au boycott et qui maintenant est en train justement de récolter les fruits de ce courage, parce que beaucoup de gens sont en train d'adhérer à votre parti ou d'appeler à l'adhésion ou d'appeler au ralliement à votre parti. Votre parti, est-ce qu'il n'envisage pas justement d'appeler ces 20 millions d'électeurs qui ont boudé les urnes, qui ont boycotté les urnes, à s'organiser, à se former j'allais dire, en carré pour chasser ce régime? Absolument. En toute logique, un parti politique, il n'est pas là pour faire de l'opposition ou faire de l'abstention une fin en soi. Loin s'en faut. Pour Jil Jadid, en tout état de cause, notre projet, il est clair. Il est de proposer une alternance au peuple algérien. Et justement, fort de cette dynamique qui a été observée pendant les résultats et cette abstention massive, on compte bien, et nous avons proposé à ceux qui nous ont accompagnés dans la campagne du boycott d'aller tous ensemble suivre cette dynamique du citoyen pour lui proposer une alternative et pour aller de l'avant. Il ne faut pas se leurrer, n'attendons pas que les choses bougent ou que les choses changent d'elles-mêmes. Il faudra être actif. C'est ce que nous avons et nous sommes efforcés de le faire pendant la campagne du boycott. On ne s'est pas retiré dans nos domiciles et dans nos sièges pour dire ce vote ne nous concerne pas, on verra après le 4 mai. Au contraire, on a été présent sur le terrain, on a accompagné les citoyens, on a pris la température des gens et on a été à côté d'eux pendant toute la campagne pour expliquer le pourquoi du comment, pour expliquer la démarche de Jil Jadid comme celle de ceux qui nous ont accompagnés. Et la preuve en est là. Si la majorité du mouvement était pour le boycott, c'est en partie, je n'aurais pas la prétention de dire que c'est grâce à Jil Jadid, mais du moins en partie grâce au travail de terrain et à l'explication et à l'accompagnement de notre parti. Farida Amiri, la diaspora algérienne de France, la communauté algérienne en France, de toutes les façons, avec ou sans consigne de boycott, elle vote très peu, elle a toujours voté très peu. Récemment, un consul, pendant les élections, a reconnu devant plusieurs candidats, c'est Yassine Mahibahi qui nous l'a rapporté, puisqu'il était présent. Un consul leur a dit, écoutez, l'année passée, nous avons eu 7% de participation. Cette année, il faut essayer d'imaginer qu'au mieux, nous aurons 5%. Ça veut dire qu'ils savent à quoi s'en tenir, avec ou sans boycott. Pourquoi la communauté algérienne ne participe pas, j'allais dire, à la vie nationale? Et surtout, pourquoi n'a-t-elle pas réagi aux fameuses dispositions légales, constitutionnelles, l'article 51 notamment, qui fait de l'Algérien qui vit en France un citoyen de seconde zone? Oui. D'abord, je réponds sur la participation. Oui. La communauté algérienne, si, elle vote quand elle sait que, si vous voulez, quand elle n'est pas désabusée. On l'a bien vu après, vous savez, ce qui s'est passé en Algérie, tout ça. Moi, je me souviens, j'ai participé aux élections et tout ça. Il y avait je ne sais pas moi, la foule, et plus que la foule. Je me souviens très très bien. D'ailleurs, j'étais au centre culturel algérien. On avait des rangs de 3 rangs de 4 personnes comme ça, et qui votaient jusqu'au soir, et qu'on a dû... le vote devait s'arrêter à 8 heures du soir. On n'a pas pu le faire. La préfecture a dû laisser faire et laisser les gens voter tellement ils étaient chauds, entre guillemets, qu'ils voulaient voter. Donc non. Je pense que c'est comme en Algérie. Ils n'y croient pas, tout simplement. Ils n'y croient pas. S'il y avait une vraie démocratie, je peux vous dire qu'ils voteraient. Et d'ailleurs, sur le terrain, c'est ce qu'on nous dit. Mais on sait que... Même les jeunes, ils se sentent concernés, mais se sentent encore attachés au pays d'origine. Je pense, oui. Je pense. Mais il faut aussi un petit peu s'en occuper. Quand vous voyez que pas grand-chose n'est fait pour ces jeunes, pour aller au pays, pour garder des attaches. Les jeunes, pour garder des attaches et tout ça, il faut qu'ils aillent jeunes.
pour tisser des liens jeunes, parce que grands, ils n'y vont pas, ils ne connaissent personne. Ils ont gardé Vous voyez. les attaches du football. Là, quand l'Algérie joue, ils sont tous Le dans la pays, rue. c'est le pays, c'est pas seulement le football, à mon avis. Le Football, parce qu'ils aiment le bien. drapeau et l'équipe nationale. Oui, ils montrent le drapeau à tout bout de champ. On les Ouais. voit. On c'est des est en jeunes, train c'est de pas dire des qu'il n'y a vieux. aucun peuple au monde, aucune diaspora au monde qui arbore le drapeau d'origine autant que... Donc ils sont celle- bien attachés. Oui. Alors pourquoi ils ne voteraient pas? Non, non, ils n'y croient pas. Ils disent c'est fait d'avance, c'est laissé jouer d'avance, c'est tout. C'est pour ça qu'ils n'y vont pas. Donc moi je pense une chose, et je suis sincère, que pour vraiment retrouver la confiance, parce que ça devient dangereux. Ça devient dangereux, comme vous disiez tout à l'heure, que c'est la première fois où la participation est aussi faible. Je pense qu'il faut un signal très, très, très fort pour retrouver la confiance, ou alors ça sera la fuite en avant. Je reste persuadée, d'après l'expérience que je viens de voir en participant, il faut que le FLN qu'il lâche prise, qu'il devienne un parti d'honneur, point. Déjà, Mais attendez, c'est madame, vraiment... Et ensuite, les je, autres... Je laisserai Fatah Mdali vous répondre sur ce point. C'est réalisable ce que propose réalisable. Farida Amiri Enfin, d'un FLN qui serait là en arbitre? On peut toujours rêver. Ouais. Mais le système... Moi, j'imagine mal Ould Abbas là en train d'arbitrer entre les gens, entre ce qui est... Arbitrer, non. ni Non, Ould non, Abbas, non, je ne dis pas ni arbitrer, Ould Abbas, je dis plutôt conseiller, parce que les partis aussi... je vois mal Ould Abbas là, assis sur son trône de dignité. Pourquoi Ould Abbas en particulier? Mais Si le FLN n'est plus là, pourquoi Ould mais Abbas? 80% des gens qui sont au FLN sont comme Ould Abbas. La preuve, c'est qu'ils l'ont accepté. Ben, il y aurait un truc plutôt démocratique, mais de toute manière, ça serait déjà un grand pas s'il n'est plus là. Et puis, les partis, ils ne sont pas nuls non plus. Ils écoutent si c'est censé. Mais les Si partis, ça de quel parti vous parlez? Eh ben, je parle de tous les partis. Moi, je parle plus sur le... Ils sont à la mangeoire. Oui, la mangeoire, oui. Mais surtout de notre côté ici. Ah, je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes quand même une communauté quand même assez stratégique. Mais je pense aussi à nous ici. Vous voyez, moi je pense qu'en nous mettant n'importe qui, du FLN ou surtout le FLN quoi, d'abord parfois ils les envoient de là-bas, ou ils sont ici, ils ne connaissent même pas la communauté, ou qu'ils ne s'y intéressent pas, ou qu'ils ne sont pas capables surtout de s'en occuper. Déjà, je trouve ça, moi personnellement, c'est du sabotage. Déjà, nous saboter ici, nous, on ne peut pas s'organiser, devenir un poids et peser de toute notre force face à nos problèmes ici, pour régler nos problèmes ici en France, mais en Algérie, devenir un poids. Là, quand on nous met n'importe qui, comment voulez-vous qu'on s'organise? Fatah Mdali. Alors, je comprends ce qui est dit, mais le FLN ou le RND ou les partis satellites autour ne sont qu'une façade d'un système. Et le vrai problème et le cœur du problème, c'est le système qu'il faudrait combattre et qu'il faudrait dégager de la scène politique. Pour revenir à la question qui était importante, pourquoi la communauté à l'étranger ne se sont pas mobilisées, ne se sont pas concernées? La réponse, elle est malheureusement assez simple. Le système a tout fait pour éjecter, pour faire fuir les compétences algériennes à l'étranger. En France, à travers l'Europe, au Canada. Regardez l'immigration massive qui a eu lieu pendant les 2 dernières décennies. Et on peut énumérer des centaines et des centaines de compétences, tous les domaines confondus. Au Canada, on nous dit très sérieusement, certaines sources du moins, des sources amies, c'est-à-dire des sources qui viennent de l'intérieur du régime, nous disent qu'il n'y a pas eu 1% d'électeurs. Ça veut dire plus vous allez dans les milieux d'élite, je veux dire élite intellectuelle, et moins le vote est important. Parce que cette élite, même si on peut discuter du terme, mais cette frange d'Algériens qui est partie, souvent malgré elle à l'étranger. Oui, oui. Ce n'est pas par gaieté de cœur que tout le monde, ouais. même si beaucoup d'entre nous étaient étudiants et sont partis poursuivre les études, mais avec un espoir pour la quasi-majorité de revenir et travailler et servir le pays. Ce n'est pas le cas. Il n'y a quasiment aucun départ qui était suivi d'un retour au pays, à part quelques exceptions. C'est clairement un divorce entre le pouvoir qui a tout fait pour ne pas les retenir, et au contraire, même maintenant, après la diaspora, il est en train de pousser à l'harga pour les haragas, les jeunes qui ne sont pas diplômés, qui n'ont pas de situation.
dont le seul rêve est aujourd'hui d'aller ailleurs. Voilà. Nous venons de joindre enfin Farhat Taïtali. Merci d'être avec nous, Farhat Taïtali. Ça fait 1 heure qu'on essaie de vous joindre. Merci à vous, avec Jamal. Alors, Farhat Taïtali, d'abord, votre sentiment sur ce qui vient de se passer au pays, en termes d'élection ou de non-élection plutôt? Personnellement, pour moi, c'est un non-événement. C'est un petit peu le résultat auquel je m'attendais. Il y a une désaffection populaire totale, non seulement vis-à-vis du processus électoral en général, parce que tout le monde sait qu'il ne mène à rien et qu'il ne décide de rien dans les faits, mais aussi vis-à-vis de la classe politique qui s'y est inscrite aussi. Parce que notre classe politique, après avoir passé 2 ou 3 années à contester jusqu'à je dirais à l'existence même du régime actuel, a fini quand même par rejoindre le bercail moyennant je ne sais pas quelle garantie que le scrutin allait se faire à leur profit ou peut-être de manière assez propre. Mais apparemment ça n'a pas été le cas. Mais je pense aussi que cette classe politique dite d'opposition a été plus victime de son impopularité suite à son ralliement aux planifications officielles que d'une fraude manifeste et à grande échelle. Parce que c'est le régime habituellement, quand il fraude, il ne s'arrête pas à des proportions de 35% de participants. Ni à 164 sièges pour son parti favori. En général, il va un peu plus loin que ça. Il y a eu des fraudes. Mais il n'avait pas, Farhat Taïtali, il n'avait pas de la matière première, ça veut dire des électeurs dans les bureaux. C'est pour ça que ces ministres, et Sellal et Yahya et tout le monde, demandaient, insistaient pour que les gens aillent voter, même en mettant des bulletins blancs. Et donc, la matière première faisant défaut, il n'a pu monter qu'à ce niveau-là. Oui, mais ceci dit, c'est pas cette fameuse matière première qui consiste en les électeurs potentiels. À la limite, les bulletins blancs qui ont été émis dans les bureaux n'ont pas été vraiment escamotés. Il y a eu quand même une histoire d'1,7 million bulletins blancs annoncés par les officiels eux-mêmes. 2,98 millions maintenant. 2 je crois millions. que je ne sais pas si le Conseil constitutionnel n'a pas fait moins, hein, parce que je crois qu'il les a réduits. Oui. Mais sinon, pour moi, le problème n'est même pas dans le déroulement de l'élection en elle-même, c'est dans sa finalité. Quand dans une constitution ou des textes électoraux, il est clairement dit que le suffrage universel qui émane des députés dans un parlement n'a aucune incidence sur les nominations du gouvernement, ni sur une éventuelle cohabitation avec un président d'un autre courant, ni même sur la moindre prérogative présidentielle, et même peut-être même supra-présidentielle si on parle d'autres cercles, parce que notre pouvoir depuis 62 il est composé de plusieurs cercles concentriques, des fois difficilement identifiables. À partir de là, quand on s'inscrit dans un scrutin pour faire de la figuration pendant 5 ans, déjà là c'est une forme de mystification. Pour moi la fraude la plus importante c'est celle-là en elle-même, avant même d'arriver aux fraudes sur les bulletins. Mais Farhat Taïtali, aujourd'hui, beaucoup de voix se dressent et s'expriment sur les Facebook, sur Twitter, qui constatent que la vraie fraude étant d'à peu près, plutôt les vrais résultats des élections étant d'à peu près 10%, il y aurait un peu plus de 20 millions de boycotteurs, qui représentent donc une force potentielle qui pourrait se cristalliser demain si je ne sais pas, si des élites émergent qui pourraient apparaître autour desquelles se rallierait ce grand nombre de mécontents, de boycotteurs. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il y aurait une possibilité, aussi infime soit-elle, qu'il y ait un mouvement de vraie contestation organisée? Sans prêter à tous les abstentionnistes l'intention déjà de s'abstenir pour des considérations politiques, parce qu'il faudrait quand même relativiser les choses. Beaucoup de gens n'ont jamais voté parce que ça ne les intéresse pas du tout de voter sans être contre le régime ou pour le régime. C'est des gens apolitiques. Il y a d'autres partis aussi qui ont contesté ce scrutin spécifiquement
pour les raisons que je viens de vous citer, mais ils ne sont pas tous de la même chapelle politique. Une seule chose regroupe tout ce beau monde, c'est la conviction de l'inanité, de l'inutilité de participer à quelque chose qui n'aura qu'à légitimer la continuation des souffrances qu'ils endurent, la continuation je ne sais pas, d'un gouvernement qui nous mène tout droit à la ruine. En souriant et en rigolant, beaucoup d'Algériens sont dégoûtés de voir que des incompétents pratiquement sont là et sont sûrs de rester là, quel que soit X, donc ils se disent pourquoi je vais voter. Maintenant, à l'avenir, s'il se présente une alternative fiable, sérieuse, de gens qui ont quand même un programme précis dans lequel il n'y a pas d'exclusion, dans lequel il n'y a pas une entourloupe pour essayer d'écarter un courant ou de favoriser un autre au détriment des autres, s'il y a vraiment l'idée de construire une deuxième république avec une constitution moderne et moderniste qui nous lance un petit peu parmi le genre humain évolutif, eh bien évidemment que je suis à peu près sûr que le gros des abstentionnistes, mais aussi même des participants à cette élection, parce que quand vous dites deuxième république, ça suppose qu'il y a eu déjà une première république. Elle a duré peut-être une semaine ou deux en 62, donc à la limite, vous savez, l'idée de république n'a jamais quitté les Algériens. Restez avec nous, Farhat Aïtali, restez avec nous, je reviens à vous dans un petit moment. Nous allons montrer un autre cas de fraude, hein, vous allez voir. En présence d'un gendarme, cette femme est en train de défendre son urne. Elle refuse que l'autre le prenne pour aller le bourrer. Là, elle la prenne pour aller la bourrer. Voilà, elle refuse. Voilà, ouvertement, publiquement, ils ont essayé de lui enlever l'urne pour l'emmener à côté et la bourrer. Voilà. Nous arrivons à la fin de l'émission. Un tour de table pour chacun. Le dernier mot, Farida Amiri. Oui, voilà, j'aurais bien aimé expliquer d'autres choses aussi, mais bon, le temps presse. Ben, moi, je parle plus d'ici, de notre communauté que je connais mieux. Je soutiens beaucoup l'Algérie, je l'ai prouvé à maintes reprises. Et donc, je parle plus d'ici. Qu'ils cessent, tous les partis confondus, qu'ils cessent de mettre n'importe qui ici, qu'ils cessent de se présenter rien que pour être présents en France, qu'ils cessent de nous envoyer des gens de là-bas qui ne nous connaissent pas, qu'ils cessent aussi, qu'ils soient vigilants par rapport aux personnes qu'ils mettent. Par exemple, des étudiants qui viennent de là-bas, l'Algérie travaille pour eux, etc. Elle les envoie pour se former ici, compléter leur formation. Ensuite, ils restent ici, puis après, ils se présentent. On en a vu. On en a vu. Donc, des gens comme ça, des gens qui n'ont rien dans la tête, mais qui ont la shkara pour payer. On n'en veut pas parce que nous sommes victimes de cela. On ne peut pas s'organiser, on ne peut pas former une force quand on a un âne qui est à la tête. Fatah Bendali. Oui, alors je ne vais pas revenir sur le système avec tout son dispositif de conseil constitutionnel qui ne fait pas son boulot, et qui n'assume pas ses responsabilités, ni du président de la République, laissons ça de côté. Mais ce qu'on peut observer à travers le temps, si on fait juste une rétrospective avec une perspective d'avenir, on est passé d'un citoyen algérien dans sa généralité qui était dans l'utopie, il y a une vingtaine, trentaine d'années, avec un espoir vers une Algérie meilleure, qui est arrivé au fur et à mesure de l'exercice de ce système, encore une fois, vers l'illusion, malheureusement. Et cette illusion a laissé place après à un désintéressement et à un désintérêt, à un retrait du citoyen algérien, mais les choses tournent. Et avec le temps, on est passé à une défiance, et le résultat du boycott et des abstentions l'illustre bien. La seule chose qu'on peut dire maintenant pour finir, c'est que ça revient aussi à l'Algérien et aux citoyens de transformer cette dynamique et d'aller vers une action qui est beaucoup plus constructive, d'une action politique qui s'inscrit vers la durée et pour le meilleur de l'Algérie. Merci. Farhat Aïtali, vous avez le mot de la fin.
En ce qui me concerne, j'estime que quand les Algériens estimeront qu'ils ont une alternative, qu'ils ont un parti ou un groupe de personnes ou d'associations qui porteront des aspirations, même dans une élection, même s'ils estiment qu'il y a des risques de fraude, ils iront, ils voteront et la défendront. C'est nécessaire de le faire dans la rue. Les Ukrainiens l'ont fait, beaucoup de nations l'ont fait quand elles ont estimé que ça valait le coup de défendre. Mais tant qu'ils estiment que si les gens qui se présentent comme alternative au système ne sont pas aussi plus fiables que le système, eh ben les choses resteront en l'état. Mais comment faire pour créer cette sorte de synergie, de symbiose entre les gens qui découvrent qu'ils ont les mêmes problèmes et qu'ils doivent aller vers les mêmes chemins pour obtenir les mêmes résultats? Normalement, c'est le travail des élites, justement, d'essayer de fédérer tout ce beau monde-là, mais pas de fédérer organiquement avant d'avoir fédéré les idées elles-mêmes, d'avoir fédéré un programme qui tient la route et des modalités pratiques d'application rapidement sur le terrain et des modalités de revendication aussi de sa mise en pratique. Là, c'est le travail des élites, y compris les partis là, qui viennent de participer à cette mascarade, s'ils veulent bien se ressaisir pour essayer de devenir une force de proposition. De toute façon, tous les Algériens, y compris ceux qui sont piégés dans le système, sont invités à proposer des alternatives. Mais la population, tant qu'elle ne sentira pas l'alternative, tant qu'elle verra le carriérisme et la combine politique prendre le dessus sur un programme de construction d'un véritable État indépendant, libre et moderne, elle ne bougera pas le petit doigt. Si elle bouge, ce sera sous la contrainte de la crise ou d'effets socio-économiques indésirables. Et là, elle ne bougera pas pour un programme, elle bougera pour régler ses comptes, c'est tout. Merci, merci Farhat Aitali, merci Valida Amiri, merci Fatih Ben Dali. Merci à vous pour l'invitation. Merci. Merci à vous, chers amis téléspectateurs, de nous avoir suivis. Pour ma part, je continue à faire ce rêve d'un peuple qui se lève et qui marche vers son destin pour recouvrer sa dignité, pour que revienne sa dignité. Merci beaucoup. Bravo à la khair, salama.